quand je vois des contrôles fiscaux classiques sur des comptabilités normales, comment ça se passe. Des fois, ils galèrent un peu, tu vois, sur des trucs assez simples. Je me dis sur les cryptos, aller justement on-chain, aller chercher les transacts. Un mec aujourd'hui qui fait les choses de façon vraiment hyper intelligente, etc. À ce jour, je vois pas comment ils vont aller le chercher. J'ai une entreprise, j'ai accumulé des bitcoins, j'ai gardé moi-même mes clés sur un ledger par exemple, et j'ai un accident de bateau. Généralement, moi, ce que j'incite à faire les personnes que je connais qui cash out, c'est de leur dire. Mais c'est pas obligatoire le flat tax. De façon intelligente, on peut se dire, ok, je suis à moins 10 000 par exemple sur tel portefeuille. Je fais juste un système de revente, rachat tout de suite. Et ça me permet en effet de dégager de la moins-value qui va s'imputer sur ma plus-value. Mais bon, là, t'es dans le cadre de fraude fiscale. Et ça va être compliqué quand même pour l'administration d'aller les chercher, parce que bon. Salut Rémi, merci de nous accorder ce moment. Avec plaisir. Tu travailles pour Lutetia, c'est ça? Oui, un tout à cabinet fait. que tu as fondé, un cabinet d'experts comptables. Exactement. Et tu accompagnes des entreprises essentiellement dans toutes leurs obligations déclaratives Oui. en crypto et sur d'autres sujets. Et du coup, l'idée aujourd'hui, ce serait qu'on fasse un petit récapitulatif des différentes règles, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises, parce qu'on sait que le code fiscal français est assez volumineux, Oui. en augmentation constante, et donc c'est pas toujours facile pour nos clients et même de manière générale les gens qui sont en crypto de s'y retrouver. Et du coup, je voulais avoir tes lumières pour savoir Ouais, exactement. qu'on fasse un petit point. C'est le moment ou jamais en plus, on est en pleine période de déclaration. Donc, Ouais, c'est ça. Je pense que le temps même que ça sorte, ça sera de grande aide pour beaucoup de gens. Ouais, c'est sûr. Donc, merci à toi de te prêter à l'exercice. Je pense du coup, si on commence par les particuliers, déjà très simplement, c'est quoi les obligations déclaratives pour un détenteur de crypto? Est-ce qu'il doit déclarer ses wallets, ses comptes sur les plateformes, combien de coins il possède? Fais-nous un petit topo rapide. Petit topo rapide, donc en tant que particulier, donc il n'y a pas énormément d'obligations. Il y en a deux principales. La première obligation, c'est de déclarer les exchanges dont tu disposes, que tu détiens à l'étranger, notamment. Donc si tu as, par exemple, si tu as un compte sur CoinHouse, tu n'as pas besoin de le déclarer. Mais si tu as un compte sur Kraken, tu es obligé de le déclarer. Voilà, donc tu as l'obligation de déclarer la totalité des exchanges sur lesquels tu as enregistré, sur lesquels tu as fait un KYC. Donc voilà, c'est une obligation légale. Et ça, c'est comme les comptes bancaires à C'est comme les l'étranger. comptes bancaires étrangers, c'est exactement le même feuillet. C'est juste, de mémoire, sur le feuillet, il y a compte bancaire étranger et compte en crypto actif, ou je sais plus comment c'est mentionné, actif numérique, je crois. Et la pénalité, c'est toujours 1 500 € aussi, comme les comptes à l'étranger? C'est 750 € et 1500 si on a plus de 50 000 € sur les comptes, ouais. Donc oui, ça reste quand même assez pénalisant, parce que les contrôles fiscaux, c'est sur 3 ans, donc ça... Voilà, si le compte a été ouvert il y a plus de 3 ans, on se prend 1500 x 3, quoi. Donc, bon. Pour une fois qu'il y a un avantage à être un exchange français, c'est déjà une bonne chose de passer par des plateformes françaises, au moins on s'économise ça, quoi. Exactement, tout à fait. Il n'y a pas de risque d'oublier, parce que bon, la plupart du temps, quand même, c'est quand même assez souvent oublié. Donc, exchange français, pas de déclaration à faire. Je sais pas s'ils font de l'échange d'informations automatique, mais moi, ça m'est arrivé pour les comptes à l'étranger, quand j'essayais de remplir ma déclaration, c'était déjà coché. Ouais, alors non, je l'ai pas vu pour encore, mais je sais qu'il y a des communications, par contre, en cas de demande de l'administration fiscale, ouais, ils communiquent, ouais. Okay. Ils demandent à tous les exchanges un peu partout, et les exchanges communiquent de dire, voilà, telle personne a un compte et il y a de ça dessus, quoi. Ça, oui. Okay. Ça, ils le font. Donc, faut déclarer ses comptes à l'étranger. Déclarer ses comptes à l'étranger, donc ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est uniquement en cas de sortie de crypto. Donc, tu détiens des cryptos, du Bitcoin, en ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, j'imagine. Donc, ou quel que soit l'actif numérique, hein, mais bon, voilà, c'est exactement le même principe. Donc là, à partir du moment où tu as une sortie, tu as obligation de faire une déclaration avec un calcul pas hyper simple, mais bon, voilà, il y a une petite guide quand même qui est proposée par l'administration fiscale. Petite précision, là, quand on dit sortie, donc c'est échange contre monnaie à cours légal. C'est échange contre monnaie à cours légal. Vente en euros. Vente en euros, exactement, donc un cash out. C'est également si tu achètes des services. Donc si tu vas avoir un avocat et que tu as besoin de conseils justement sur tes cryptos et que tu payes en crypto, c'est fiscalisé. Et également si tu achètes évidemment un bien, si tu t'achètes, je sais pas, un montre, un appartement, une voiture, maintenant on peut acheter un peu tout. Donc à partir de ce moment-là, c'est fiscalisé aussi. Les swaps entre cryptos, c'est pas fiscalisé, heureusement. Donc si je passe du Bitcoin en stablecoin, par exemple, pas de souci, pas d'événement taxable. Voilà, donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul événement où il faut faire un peu attention, parce qu'il y en a certains qui peuvent se planter, et théoriquement c'est taxable, c'est quand tu es sur un exchange, tu sais, que tu as par exemple du Bitcoin et que tu veux
passer sur un stable. Si tu fais ton swap, si tu te trompes et que tu le fais en USD, au lieu de le faire en USDC ou en USDT, même si tu repars tout de suite sur autre chose, enfin même si tu retransformes tes USD en USDC, théoriquement c'est quand même Ouais, parce que la plus-value a été réalisée, et donc Ouais, c'est pas une question de sortir ouais, ouais. les gains, entre guillemets, ou en tout cas les C'est ça, sur avoirs tes comptes de perso, ouais. l'échange. C'est même si je fais juste un trade aller-retour, Ouais. ça déclenche un événement Ça taxable. déclenche un événement taxable, ouais. Ça, c'est une erreur que pas mal. Enfin, une erreur. C'est pas forcément une erreur, ça peut être voilà, une méconnaissance ou se dire. Voilà, ou juste se tromper de clic, quoi. On clique sur USD au lieu du USDC, c'est rien. On se dit, c'est pas grave, c'est resté sur l'exchange, mais théoriquement, l'administration peut peut te fiscaliser, donc ça peut être une mauvaise surprise. Okay. Donc, les obligations, c'est ça. Donc, c'est déclarer le compte à l'étranger et déclarer, évidemment, toute sortie de crypto, quel que soit le type de sortie. Et du coup, quand il y a ces événements-là, donc là on est assujetti à la flat tax, donc en gros 30% en tout, je crois que c'est 17% d'impôts Ouais, et c'est 12 ça. de CSG, quelque chose, un truc Ouais, comme c'est ça. ça, c'est 17,2 et 12,8. Et Pas forcément la flat tax, hein. On peut opter pour le barème, ça dépend du montant. Ça dépend ah de oui, ton imposition. En fait, tu as la possibilité de prendre la flat tax si tu fais une grosse sortie en crypto. Voilà, clairement, il va falloir faire la flat tax, hein, 30%, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, si tu fais une petite. Je sais pas si tu fais une sortie, par exemple, tu as une plus-value de 10 000 euros et qu'à côté de ça, tu as t'as des revenus professionnels de l'ordre de 15, 30 000, enfin, on va dire les 30 000 euros par an. Ça peut valoir le coup de faire le calcul de regarder la différence entre le barème et la flat tax. donc Mais c'est pas obligatoire la flat tax. donc les RSI Stance Libar qui sont en crypto durant notre hiver crypto et qui ont pas 5 000 euros de plus-value à déclarer à la fin de l'année, tu leur conseilles plutôt de passer par le barème progressif de Bah l'IR, ouais, quoi. bien sûr, ouais, bien sûr. Là, il y a quasiment rien à payer, donc. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc Ouais, à ça c'est un savoir. autre On fait quoi. pas forcément attention, on se dit crypto, flat tax, Après, le mais pas truc avec le forcément. barème progressif, c'est que tu as un simulateur, je crois, en Ouais. ligne, donc tu regardes et puis L'idéal, c'est de faire ça, exactement. Ouais. C'est d'aller sur le simulateur des impôts. Je crois que c'est une case à cocher pour l'option à la flat tax. Donc, bah, tu la coches une fois, tu refais ta simu, on la coche en vrai et tu vois ce que ça donne, quoi. Okay. Et puis, bah, tu fais au mieux, forcément. Également, l'autre chose que je me demandais, c'est est-ce que tu peux déduire les moins-values? Alors, tu peux déduire les moins-values sur l'année fiscale en cours. Okay. Donc, si tu as fait une plus-value à un moment, si par exemple tu as fait une grosse sortie là début janvier, tu as fait une belle plus-value, c'est sympa. Là, en ce moment, tu es peut-être, ça dépend quand tu as acheté évidemment, mais voilà, si tu fais une sortie maintenant, tu es peut-être en moins-value. Donc là, ça s'impute l'un sur l'autre. Les plus-values s'imputent sur les moins-values. Sur l'année civile, enfin l'année fiscale, c'est la même chose. Par contre, si tu fais par exemple cette année une grosse plus-value et que l'année prochaine tout s'effondre, qu'on part en bear market et que tu fais des sorties parce que tu as besoin de cash out et que tu as des moins-values, là par contre, si tu es vraiment toute l'année, par exemple 2020, on va partir sur 2026 tout en moins-value, là par contre c'est perdu. D'accord. Aujourd'hui c'est perdu. Donc, alors, c'est vrai que nous, on s'adresse essentiellement à des bitcoiners. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens en crypto qui regardent notre chaîne. Mais du coup, si vous passez par là et que vous avez de l'Ethereum ou des NFT, bon, ça peut être le moment de le vendre au moins. Bah, si on veut pas les garder, ouais, ou même de faire un aller-retour en fait, parce que de toute façon ça fait si on veut les garder, on a la possibilité en effet de dire voilà, je suis en moins-value latente pour l'instant, je veux les garder, mais je suis quand même en moins-value, j'ai fait des plus-values avant. Donc voilà, de façon intelligente, on peut se dire ok, bah, je suis à moins 10 000 par exemple sur tel portefeuille, je fais juste un système justement d'achat, enfin de revente, rachat tout de suite. Voilà, mon portefeuille, j'ai payé un peu de frais de gaz ou un peu de frais sur l'exchange, mais c'est pas très 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 grave. Et ça me permet en effet de dégager de la moins-value qui va s'imputer sur ma plus-value. Ouais. Donc ça peut être en effet Non, mais c'est intéressant. Moi, tu vois, un ça bon fait, plan. Ouais. je suis rentré dans cet écosystème en 2017. Depuis, je cherche désespérément à use case et Ethereum, mais voilà, on en a enfin trouvé un. C'est magnifique. Un petit truc, peut-être aussi que je voulais rappeler quand même, parce que nous, on a beaucoup de gens qui nous posent des questions là-dessus. Dis-moi si je me trompe, mais en France, il incombe aux contribuables de faire sa déclaration. Oui, bien sûr. Nous, en tant que plateforme, on n'a pas d'obligation de filer toutes les transactions de nos clients et de manière générale, de toute manière, on ne le fait pas. Oui, ça se fait Et pas, les ouais. seules obligations qu'on a, c'est vis-à-vis des lois de lutte anti-blanchiment d'argent ou Oui, dans le cas voilà, de mandats judiciaires pour une affaire criminelle ou du pénal où effectivement, bah, là, on est obligé oui. de montrer patte blanche et d'aider la justice. Oui. Mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont persuadés que il y a une sorte d'échange automatique d'informations de la part des échanges.
Mais voilà, je voulais juste clarifier ça parce que c'est pas le cas, quoi. Enfin, Non, c'est non, vraiment non, aux je te gens confirme. voilà, de eux-mêmes prendre la responsabilité de faire leur déclaration et voilà, d'essayer de se renseigner au mieux et d'en assumer les risques s'ils le font pas ou si c'est mal fait. Ouais, ouais, tout à fait, je te le confirme. Il y a pas de, il y a pas d'obligation. Il y a les brokers quand tu es sur des actions, quand tu es sur des obligations, enfin voilà, à titre perso. Là, en effet, il y a une transmission d'informations qui passe via ce qu'on appelle l'impôt, enfin, pas l'impôt, l'imprimé fiscal unique. Donc, il y a une déclaration qui est faite, en fait, via des CERFA, en fait. Voilà, donc les impôts les récupèrent. C'est le même que le cas d'ailleurs quand tu as une entreprise et que tu te verses des dividendes, tu as un CERFA obligatoire. Et du coup, c'est pré-rempli dans ta déclaration d'impôt. Pour les cryptos, non, il n'y a pas de tout ça, en effet, que ça soit pour l'instant un exchange français ou étranger, ça change absolument rien, il n'y a rien du tout qui est fait, donc c'est en effet déclaratif pur. Donc c'est toi, tu te débrouilles, tu prends ton courage à deux mains et tu fais tes calculs, quoi. Ça marche. D'ailleurs, d'un point de vue pratique, pour faire ces calculs, quand on s'était rencontrés du coup à Cannes, tu m'avais dit que souvent tu avais des clients qui parfois gardaient pas leur historique et ça devenait un peu de l'archéologie pour essayer de Ouais. retrouver les transactions, etc. Mm. Du coup, je suppose que c'est pas une mauvaise idée quand même de garder un peu les traces de tout ça. C'est Ça plus. facilite la vie, quoi. Ah ouais, ouais, c'est même carrément une très très bonne idée, quel que soit le moment où on fait le cash out. Alors ça dépend du montant, si sur des petits montants, on va pas être trop embêté, etc. Mais même au niveau de ta banque, si tu as besoin de ressortir pour certains des montants, on va dire plus de 10 000 euros qui arrivent comme ça d'un exchange ou, enfin la plupart du temps de toute façon forcément que ça vient d'un exchange. Les banques sont pas hyper emballées, ils ont des obligations de déclarer à Tracfin si jamais ils ont des suspicions de fraude ou de blanchiment, etc. Et donc ils aiment pas trop ça. Donc généralement, moi ce que j'incite à faire les personnes que je connais qui cash out, c'est de leur dire préparez un petit dossier pour l'administration où justement tu vas mettre voilà moi je suis rentré dans le Bitcoin de telle façon, j'ai envoyé en 2012 1000 euros à tel endroit, ils sont devenus 1 million, ce million j'en ai cash out 10%, c'est pour ça que j'ai 100 000 qui arrivent aujourd'hui, en démontrant justement tous les passages qu'il y a eu sur les exchanges, etc. Alors, c'est pas forcément simple, ça peut être un peu d'archéologie, ça peut être assez compliqué, mais c'est extrêmement important et c'est la seule chose qui te permettra, même derrière, dans la foulée, en cas de contrôle fiscal, quand tu vas faire ta déclaration de plus-value, si l'administration vient te voir et conteste, il faut que tu sois capable de leur expliquer pourquoi tu as déclaré tant, en fait. Parce que ta plus-value, c'est ta valeur de vente moins ta valeur d'achat. Donc ta valeur d'achat, faut que tu puisses la justifier, en fait. C'est ça, et ça peut être un souci pour certains, ouais. Alors, c'est vrai que nous, tu vois, en pratique, chez Bull Bitcoin, on n'a pas forcément, pour l'instant, il n'y a eu aucun cas où effectivement les banques nous demandaient ce genre d'informations pour des questions fiscales. Par contre, pour des questions de lutte anti-blanchiment Ouais, d'argent, ouais, de ça c'est suspicion de automatique, ouais. fraude, de choses comme ça, elles sont parfois un peu casse-pieds, hein, pour être honnête. Et du coup, on passe pas mal de temps, tu vois, à faire pour certaines ventes de clients, etc., à les aider à monter des dossiers, faire de l'analyse de chaîne pour montrer Ouais, voilà, voilà, ça revient au même, ouais, c'est un que peu les ça. fonds Mm, sont clean, quoi. mm, mm. Aussi, oui, question pratique. Est-ce que tu connais des outils libres de droit ou open source ou gratuits qui facilitent ces choses-là? Ou est-ce qu'il faut y aller avec son courage à deux mains et son tableur Excel Bah, tu as deux possibilités pour moi. Alors, des outils qui fonctionnent gratuitement aujourd'hui, j'en connais pas vraiment. Donc, deux possibilités. Soit, en effet, tu utilises Excel, voilà, c'est pas extrêmement compliqué. Bon, faut faire quand même un petit suivi, retrouver l'historique, etc. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais de mon côté. Après, t'as des outils en France qui sont pas trop mal. Tu as Waltio, je crois, Hmm. Ouais, je connais. Ouais. qui est pas mal du tout. C'est pas très cher, parce que pour de mémoire, on doit être sur entre 50 et 100 euros par an, je crois, d'abonnement pour jusqu'à 1000 ou 10 000 transactions. Donc ça laisse quand même pas mal de volume. Et ça prémage justement, ça fait les calculs et ça te ressort en fait le document que tu vas avoir besoin de préparer pour l'administration fiscale. Donc ça te fait quand même gagner un temps qui peut être assez conséquent. Si tu as fait une dizaine de sorties dans l'année, par exemple, ça peut être pas mal d'utiliser un outil comme ça. Si t'en as qu'un, j'ai envie de dire autant te faire un petit fichier Excel. Ouais. Ça ira plus vite, quoi. Mais voilà. Et là, tu vois, tu parlais par exemple de 10 000 transactions. Est-ce que quand tu fais beaucoup de transactions et que tu as un volume, tu vois, tu fais beaucoup d'allers-retours, est-ce que tu peux être considéré comme professionnel? Et dans ce cas, est-ce que ça va changer ton régime fiscal? Et si oui, Ouais. c'est quoi la limite? Comment c'est traité? Bah ça, c'est la grosse question.
il y a un principe en fait qui a été donné par l'administration fiscale qui est de dire à partir du moment où il y a une récurrence, où il y a beaucoup de transactions, voilà, ça peut être considéré comme du professionnel. De base, en fait, l'administration part du principe que c'est du non professionnel. Ça, c'est son point de départ. Mais elle peut dire, voilà, il y a eu beaucoup de transactions, etc. Du coup, c'est du pro. À partir de quel moment ça se met en place, quel montant, c'est uniquement l'administration qui peut décider, donc il n'y a pas de règle. Après, la règle, on va dire, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de jurisprudence, tant qu'il n'y a pas eu vraiment un gros cas qui a fait parler de lui, généralement, les avocats, ce qu'ils disent, c'est que voilà, à partir du moment où tu gagnes moins sur les cryptos que dans ton activité professionnelle, t'as pas de risque, puisque, a priori, tu gagnes plus d'argent à travailler qu'à faire tes cryptos et tu peux pas tout faire, donc c'est que tu passes pas tant de temps que ça. Et à partir du moment où t'as pas justement des centaines enfin, on va dire plusieurs transactions par jour, c'est quand même assez compliqué de dire que c'est justement professionnel. Par contre, en effet, si tu as quelqu'un qui s'amuse qui fait des transactions tous les jours, qui gagne de l'argent tous les jours, qui a des stratégies, qui a mis en place des choses où on voit, enfin, c'est assez facilement lisible, avec voilà, des entrées à tel prix, enfin, voilà, où tu vois que vraiment il cherche justement à monter, tu vois, un peu son portefeuille en escalier. Là, ouais, l'administration peut considérer que c'est professionnel, et là, fiscalement, ça va piquer, ouais. Ok, donc en fait, il n'y a pas de règle explicite, Il mais n'y a tu pas de règle as des explicite schémas de encore. comportement quand même et des Ouais, volumes de transactions ouais, qui te font peser le risque de rentrer ouais, dans une activité professionnelle. ouais. Et c'est à l'administration fiscale de prouver que tu as une activité professionnelle. C'est pas à toi de dire non, que c'est pas le cas, etc. C'est eux vraiment qui vont venir te voir en disant si, moi je considère que c'est une activité professionnelle parce que tel truc, tel truc, tel truc. Après, c'est contestable. Mais voilà, c'est assez rare pour l'instant, hein, parce que la plupart du temps, quand les personnes font du trading ou etc. Donc et restent en France, ils le font via des structures, des sociétés. Et dans ce cas-là, tu es imposé à l'impôt sur les sociétés, sur tes plus-values et tes moins-values sont déductibles, etc. Donc voilà, ça simplifie un peu les choses. Ok. Mais la plupart du temps, les gens le savent et ont peur de ça justement, parce que se faire taper à 60%, Hmm. voilà, tu te méfies quoi. C'est pas Et, très agréable. et donc justement, bah, pour clore sur l'aspect particulier, parce que finalement, c'est pas le pendant le plus complexe, entre guillemets, du coup, peut-être la question que certaines personnes vont se poser, c'est bah, finalement quelles sont les sanctions en cas d'erreur de déclaration, d'absence de déclaration tout court, et est-ce qu'il y a une prescription fiscale comme dans d'autres domaines du droit fiscal? Oui, alors au niveau des sanctions, alors il y a sur les exchanges qu'on disait tout à l'heure, donc si on déclare pas les exchanges étrangers, les sanctions c'est 750 € de base, et si on a plus de 50 000 € en crypto, c'est le double, donc 1500, donc déjà il y a ça. Après, si on a fait la déclaration de plus-value, donc tu as fait une plus-value, tu as fait ta déclaration, mais tu t'es trompé. Dans ce cas-là, l'administration a 3 ans pour revenir vers toi. Donc par exemple, pour ta déclaration 2024, donc ils ont jusqu'en 2025, 26, 27, jusqu'à fin 2027 pour venir contrôler 2024. Après, à partir du moment où tu as fait ta déclaration, même si tu étais trompé, ils reviendront pas dessus. Si par contre ils ont une suspicion de fraude, c'est-à-dire tu n'as pas du tout déclaré, et clairement ils ont identifié qu'il y avait vraiment beaucoup de volume et que c'est bizarre, voilà, ils arrivent à démontrer que c'est toi qui as fait des transactions et qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, qu'il y a eu un cash out mais que tu n'as pas déclaré, etc. Et que donc il y a une suspicion de fraude, là c'est 10 ans. Ok. Et là ça peut être assez violent, quoi. Donc ça peut être 80% de pénalité sur ce que tu n'as pas déclaré, donc en gros tu payes le double. Et surtout, tu as du pénal derrière, quoi. Parce que c'est de la fraude fiscale, donc derrière, ils viennent te chercher limite, enfin, je crois que ça doit être 500 000 € d'amende et 5 ans de prison, quoi. Mais Ok. bon, là, t'es dans le cadre de fraude fiscale. Donc là, Et, c'est assez violent quand même, faut y aller, quoi. mais Mais en théorie, pour ça, il faut que ce soit des volumes énormes, je suppose. faut que ça soit des volumes énormes et il faut qu'ils puissent le démontrer aussi, puisque c'est eux qui vont venir te chercher, quoi, parce que tu l'as pas déclaré. Ouais, c'est ça, parce que dans toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, ça reste du juridique. Oui, Il y a un concept en droit quand même qui est super important, qui est de savoir qui a la charge de la preuve. Donc, oui, c'est-à-dire que savoir qui doit démontrer que. Et en l'occurrence, dans tous les cas dont on parle, c'est l'administration fiscale oui, de démontrer que oui, un tel a réalisé cette plus-value, oui, que un tel a telle transaction, ou même mm, quand on va en parler dans l'entreprise, que un tel a telle détention. mm. Donc effectivement, voilà, c'est aussi une question pour l'administration fiscale d'arriver à monter un dossier pour avoir des éléments qui démontrent Oui, qu'il y a bien eu fraude, que... exactement, ouais. Et pour l'instant, enfin, je l'ai jamais vu encore, je pense que ça va arriver, hein, mais
Pour l'instant, j'ai pas eu de connaissance de cas comme ça, mais ça va être compliqué quand même pour l'administration d'aller chercher, parce que bon. Et en pratique, tu sais s'ils font de l'analyse on-chain, si... Théoriquement, oui. Ok. Maintenant, pareil, techniquement, est-ce qu'ils sont. Je sais qu'il y a une brigade spécialisée, a priori, qui sont en train de se former dessus. Après, quand je vois des contrôles fiscaux classiques sur des comptabilités normales, comment ça se passe? Des fois, ils galèrent un peu, tu vois, sur des trucs assez simples. Je me dis sur les cryptos, aller justement on-chain, aller chercher les transacts. Enfin, sauf si c'est vraiment évident, tu vois, que c'est toi, si t'as fait un cash out sur un compte à ton nom, que machin, bah voilà, enfin, je veux dire, là, voilà, mais si un mec aujourd'hui qui fait les choses de façon vraiment hyper intelligente, etc., aujourd'hui, à ce jour, hein, je vois pas comment ils vont aller le chercher. Après, d'ici 3, 4, 5 ans, il y a 10 ans de prescription, comme je te disais. Donc, dans 10 ans, est-ce qu'ils seront capables de le faire? Probablement, parce qu'il y a quand même des choses qui vont se mettre en place de plus en plus fortes, j'imagine, au niveau de l'administration. Et là, par contre, comme je te disais, ça peut être du pénal, donc faut Ouais, non, bien sûr. Bah, se après, méfier, ouais. voilà, bon, à voir à quelle vitesse ils se forment, hein. Si c'est Ouais, ouais, bien sûr. si c'est comme les lignes de RER, on a encore un peu de temps quand même. C'est sûr. Du coup, maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à tout ce qui concerne les entreprises, ce qui d'ailleurs est plus finalement le cœur de métier que vous avez chez Lutetia. Donc déjà, voilà, juste pour une entreprise, nous, on a aussi des clients corporate et là, par exemple, ce matin, j'étais au petit déjeuner de The Big Whale qui était dédié en termes de thème au Bitcoin Treasury Strategy, donc les stratégies d'accumulation de Bitcoin en trésorerie pour les entreprises. Si je suis une entreprise, quel que soit mon secteur d'activité, et que je décide d'utiliser une partie de mes revenus pour accumuler du Bitcoin et que je place sur mon bilan, Ouais. comment ça se déclare, comment c'est fiscalisé? Alors, au niveau des entreprises, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc t'as deux choses pour récupérer du Bitcoin. Soit c'est une stratégie de ta part. Tu dis, voilà, j'ai de la trésor, j'ai des euros, je veux diversifier mes placements, donc je veux acheter du Bitcoin, voilà, parce que la plupart du temps, tu vas acheter que ça. Dans ce cas-là, c'est un actif qui vient, enfin, ça vient dans ton bilan. Et voilà, donc ça c'est la première façon, c'est vraiment un choix de ta part. Deuxième chose, c'est que tu as des clients. Les clients te payent en Bitcoin, donc ça peut évidemment arriver. Donc dans ce cas-là, donc comme tu vas faire une facture à ton client, de la même façon que tu vas le facturer il te paye en euros ou en carte bleue, en espèces, etc. Donc ça va être le même principe. Donc au niveau de ton chiffre d'affaires, ça va être exactement pareil. Donc tu vas avoir une vente. Donc ta vente, elle est comptabilisée, que ça soit encaissé en euros, comme je te disais, ou en Bitcoin. Le schéma comptable il est exactement le même. Tu payes ta TVA de la même façon. Ton chiffre d'affaires, c'est le même. Il n'y a pas de différence. C'est vraiment la partie paiement. Donc au lieu d'avoir un compte bancaire sur lequel tu vas avoir des euros qui vont arriver, bah, tu vas avoir un wallet Bitcoin sur lequel tu vas avoir des Bitcoins qui vont arriver. Et c'est les deux façons donc de récupérer des Bitcoins. Derrière, les entreprises ont pareil deux possibilités. Soit ils décident de les conserver, et dans ce cas-là, bah, il ne se passe rien, ça reste à l'actif de ton bilan comme ton argent, quoi, comme ton compte bancaire. Ou tu peux décider de les vendre, et donc là, contrairement aux particuliers, en cas de moins-value, là, ça vient s'imputer sur ton résultat, et en cas de plus-value, ça vient augmenter ton résultat fiscal. Et pareil, ça s'impute l'un sur l'autre, évidemment. Après, il y a des avantages. Un des avantages qu'il y a en entreprise, aujourd'hui, je ne sais pas si ça va durer encore très longtemps, mais il y a un petit dysfonctionnement, entre guillemets, au niveau du Code général des impôts. Donc au niveau comptable, si tu veux, c'est un peu comme du dollar. Tu vois, comptablement, ça va être un peu le même principe de comptabilisation. Donc en gros, tu as un système où en fin d'année, en fait, tu dois recalculer en fait, ton stock de Bitcoin en valeur réelle. Donc on t'a payé, par exemple, j'ai n'importe quoi, le Bitcoin il vaut 100 000. Arrivé à ton bilan, le Bitcoin il vaut 150 000. T'as pas de plus-value. Par contre, comptablement, ton Bitcoin ne doit pas apparaître pour 100 000, il doit apparaître pour 150 000 à ton actif. Et en contrepartie, en fait, tu vas avoir un compte au passif de ton bilan pour 50 000 qui va s'appeler un compte de différence de change, comme voilà, t'as un truc comme ça. Et donc là, si tu es en situation de plus-value, en fait, t'as rien qui se passe fiscalement. Par contre, si tu es en situation de moins-value, si à l'inverse, on t'a payé 100 000 euros en Bitcoin et ça vaut maintenant 50, tu vas te retrouver avec une moins-value latente, du coup, de 50 000, donc elle sera pas réelle, puisque elle sera purement latente. Ben là, tu as la possibilité, en fait, dans tes comptes, de passer une provision pour risque de perte. Donc, fiscalement, en fait, tu vas pouvoir déduire ta moins-value latente, et en même temps, tu ne vas pas être imposé sur tes plus-values latentes. Ok, Donc, c'est par génial. exemple, ouais, voilà, c'est pas mal. Donc, par exemple, moi, j'ai un de mes clients, tu vois, qui a diversifié, qui a acheté plusieurs types de crypto. Donc, en l'occurrence, lui, au 31 décembre 2024, s'est retrouvé en situation positive sur certaines cryptos.
Donc il a rien payé dessus, donc en l'occurrence là c'était Bitcoin. Il s'est retrouvé avec une plus-value latente assez confortable, et il a fait des moins-values latentes sur pas mal d'autres cryptos, qu'il a pu du coup, et pareil c'était du latent, il avait pas dénoué ses positions, tu vois, il les avait gardées, et là du coup il a pu déduire dans son résultat fiscal sa moins-value latente sur les cryptos, ce qui est évidemment jamais le cas pour les particuliers. Ok. Donc c'est assez bizarre, tu vois, et par contre, parce que tu as le même système de calcul en fait si tu as des dollars. Tu vois, tu as le même principe, si tu as 1 million en dollars et que voilà, tu as des gros mouvements, tu as le même système, mais par contre, ta plus-value latente, elle est imposable. Et ta moins-value latente, bah, elle est déductible, mais de toute façon, tu as la provision, donc ça revient au même. Donc c'est assez bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le code général des impôts qui permet de faire ça aujourd'hui. Donc je résume un peu pour ceux qui éventuellement dorment au fond de la salle. Pour une entreprise, en fait, tu reçois ou tu accumules en trésorerie à la fin de l'année, tu le portes à ton bilan, il n'y a pas d'imposition spécifique. Lorsque tu vas les vendre, ça va rentrer dans ton IS, donc c'est ton assiette fiscale classique, etc. Comme si tu avais fait du revenu opérationnel. Donc déjà, c'est un traitement un petit peu plus favorable que pour les particuliers à partir d'un certain montant. Et surtout, sa chose que je savais pas et qui est super intéressante, si j'ai des moins-values latentes, je vais pouvoir venir diminuer mon assiette fiscale et donc diminuer finalement le montant total sur lequel on va calculer mon IS à la fin de l'année. Et ça va pouvoir me faire une économie d'impôt sans que j'ai besoin de les vendre. Exactement. Et l'année d'après, je les garde. Mais là, Bitcoin est remonté. J'ai des plus-values latentes et pourtant là ça va pas venir augmenter mon IS. Donc en fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça donne une super incitation à faire de la conservation à long terme pour les commerçants qui veulent accepter Bitcoin ou les entreprises qui ont des stratégies de trésorerie. Parce que finalement, avec la volatilité de Bitcoin, les années où on va être en dessous de leur coût moyen d'acquisition, ils vont pouvoir diminuer leur IS d'autant. Et les années où on va être dans un bull market, ça n'a aucune conséquence sur leur IS. Exactement. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, ça sera qu'au moment où ils font une sortie. Alors après, il y a une autre distinction quand même qui est importante à savoir au niveau des entreprises, c'est que tu as quand même au niveau des swaps, si tu swaps à un moment, alors si tu détiens que du Bitcoin, il n'y a pas de souci, mais si à un moment tu veux swapper entre, tu as des clients qui te payent, je sais pas moi, en USDC, etc., et que tu veux swapper en USDT, il va pas y avoir trop de mouvements, mais si tu fais un swap à un moment entre du Bitcoin et de l'Ether, ou de l'Ether et du Bitcoin, etc., ou d'autres trucs, un swap là par contre déclenche une plus ou une moins-value, contrairement à un Parce qu'on particulier. considère que c'est un revenu financier. Ouais, c'est ça, on considère que c'est un Ok. revenu financier, donc ça déclenche. Donc ça, c'est important de le savoir quand même, c'est que si tu bouges dans tes cryptos sur une entreprise, contrairement à un particulier, là par contre, tu as une fiscalité qui se met en place. Ok. Donc demain, en fait, je pense qu'au frontispice de la DGFiP, on va écrire HODL. Ouais. Bah de toute façon, ouais, clairement, ouais. C'est le cas. Ah, c'est intéressant. Il y a quelque chose également, parce qu'on parlait des encaissements, donc des commerçants qui, par exemple, voudraient accepter Bitcoin. On a un restaurant super à Paris, dans le 7e arrondissement, le Bistrot du Passage, dans lequel nous, on fait des événements, par exemple, qui accepte Bitcoin depuis un moment. Alors lui, il est moins concerné par la règle vers laquelle je voulais aller, mais c'est quelque chose qu'on a vécu, toi et moi, quand on s'est rencontrés. Donc on était au Palais des Congrès de Cannes pour un événement qui était organisé par la mairie pour faire de la pédagogie aux commerçants de manière à ce qu'ils puissent accepter les paiements en crypto au sens large, parce que là c'était dans le cadre d'une shitcoin conférence qui va avoir lieu à fin juin, donc on va dire que c'était assez orienté. Et donc tu avais fait une intervention là-bas avec William O'Rourke de chez Orwell, qui était super synthétique d'ailleurs, très bien. Et il y a également d'autres entreprises qui ont fait des interventions, essentiellement je pense, partant d'une bonne intention pour essayer de simplifier la vie aux commerçants, en leur proposant donc des wallets qui étaient hosted, si on prend le vocabulaire de nos chers bureaucrates. Depuis du coup que Mika est arrivé en vigueur, donc fin de l'année dernière, maintenant on a la Travel Rule qui oblige de déclarer la provenance des fonds et d'identifier la provenance des fonds pour des transactions supérieures à 1 000 €. Oui, exactement. Et donc on s'est retrouvé dans cette situation un peu bizarre, on va dire, ou en tout cas maladroite, où finalement on avait beaucoup de commerçants qui étaient présents dans l'assemblée, qui sont des gens qui vendent des biens qui sont assez chers, que ce soit des yachts, des locations de voitures, des hôteliers de luxe, des vendeurs de montres, etc. Mais qui du coup auraient été dans la situation où ils auraient dû KYC le client Oui, forcément. dans le magasin. Et si j'ai bien compris, ça c'est pas le cas quand tu as un wallet self-custodial.
Oui, absolument, oui, parce que l'obligation, elle est seulement pour les PSAN, donc si tu détiens une clé Ledger, par exemple, voilà, ce qui est mon cas, par exemple, au cabinet, moi j'ai une clé Ledger, si on veut me payer mes honoraires en crypto, du coup, moi j'accepte les paiements directement et je les passe comme ça. Donc moi j'ai pas besoin de KYC parce que de toute façon je suis qu'en B2B. Donc de Ouais. toute façon j'ai déjà mon Mais KYC si de tu le base, faisais pour un particulier, mais t'aurais pas besoin de t'embêter, quoi. bah, j'aurais pas besoin de m'embêter. Après, t'as quand même l'obligation de faire attention, Oui. voilà, parce que mais ça c'est plus un principe général de toute façon. Si t'es un étranger, tu viens en France, t'as la possibilité de payer en espèces jusqu'à 15 000 euros, contrairement à un Français qui a pas le droit. Nous c'est 1 000 euros. Tu vas pas faire un KYC du mec qui te paye en espèces pour t'acheter une montre, tu vois, dans une bijouterie de luxe. Après, en théorie, normalement, tu devrais quand même noter son nom, son truc. Bon, voilà. Après, faut juste faire attention à ce que tu vends. Il y a quand même des choses où, tu sais, qu'il y a un peu de blanchiment, des trucs comme ça. Donc, faut faire, voilà. Mais très franchement, oui, moi, je pense que le mieux, au-dessus de 1 000 euros. Après, faut être capable techniquement. Après, ça va être ça. Le seul souci pour moi, il est là, quoi. C'est que t'as des gens qui sont pas hyper à l'aise avec les wallets justement non custodiaux et du coup qui peuvent un peu tu vois paniquer, pas savoir comment je vais conserver mes mots, pas savoir comment je fais exactement, enfin voilà, qui vont un peu flipper de tout perdre et donc voilà, dans ce cas-là en effet bah ils ont pas trop le choix quoi, il vaut mieux passer par un exchange quoi, c'est plus sécurisant quand même pour eux. Alors, effectivement, bah, comme tu sais, nous, on est une plateforme non custodiale, donc effectivement, on a pris ce parti pris-là, et on est complètement d'accord, ça met des barrières à l'entrée. C'est aussi pour ça qu'on passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie, et mettre des outils dans les mains des gens, et expliquer voilà, comment bien les utiliser. Et c'est vrai que donc passer par un custodian, ça a l'air plus sécurisant jusqu'à que SBF. Et puis Ouais donc ouais, non mais ce que je voulais dire c'était plutôt oui, les non, clés je Ledger, sais, tu vois c'est ça que je voulais dire, si t'es sur ta clé Ledger tout seul. Enfin, moi, je l'ai fait, tu vois, je me suis formé un peu à la dure, tu vois, quand j'ai connu les cryptos, donc j'ai vraiment voulu comprendre comment ça fonctionnait un peu tout seul. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de conneries comme pas mal de monde, quoi. Envoyer des trucs sur le mauvais, enfin, si tu fais mal ton copier-coller, t'oublies le dernier truc, ça y est, c'est fini, poubelle. Tu vois, ça, enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça fait drôle, tu vois. Donc les mecs, je peux comprendre, tu vois, qu'ils aient un peu peur. Après, évidemment, si tu fais de la pédagogie, si tu leur expliques comment ça fonctionne, si tu les assistes, etc., y a pas de problème. Mais quand t'es livré toi-même tout seul devant ta clé Ledger, je peux comprendre, tu vois, que les mecs ils paniquent un peu au moment de faire le virement, quoi. bah, au début, de toute façon, les premières fois que tu fais une transaction Bitcoin, t'es toujours pas sûr de ce que tu fais, hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Tant que t'as pas vu la transaction dans le même pool, etc., t'as toujours un doute. Et puis, au fur et à mesure, bon, tu comprends qu'en Oui, après, fait, t'as compris le principe, ouais. voilà, Voilà. c'est facile. Puis après, aussi, franchement, moi, je trouve que on est arrivé dans l'écosystème à peu près au même moment, toi un petit peu avant moi, aux alentours de 2015. Et effectivement, je pense que depuis maintenant, déjà, tu as des outils qui sont mieux Ouais, c'est sûr. faits. Donc, tu vois, par exemple, maintenant, quand tu rentres une adresse invalide, je sais pas, nous, dans notre wallet perso, par exemple, ils détectent que c'est une adresse invalide et Voilà, ça voilà, c'est ils vrai que c'est quand t'empêchent même beaucoup plus sécurisant, ouais. de faire ce genre Mm. de bêtises. Mm. Quand, par exemple, tu es en train de surpayer... à l'époque, une erreur commune, c'était de surpayer les frais. Maintenant, tu as dans les wallets, encore une fois, dans le nôtre, mais dans la plupart des wallets Bitcoin, hein, tu as des outils d'analyse de frais qui sont beaucoup Ouais, plus efficaces et qui évitent que tu payes trop. ouais. Surtout, il y a aussi beaucoup plus de contenu en accès libre et de pédagogie, ou même de formateurs, que effectivement en 2015, 2016, 2017, où effectivement on était un peu livré à nous-mêmes, t'allais sur Reddit, et puis bon, t'avais une notice dans la boîte Ledger, quoi, Mhm. Ouais. mais enfin, fallait prendre un peu le risque quand même. Ouais, ouais, c'est vrai que beaucoup moins maintenant, ouais, c'est vrai que t'as pas tort, ouais. Ok, mais du coup, bah, pour revenir à cette histoire sur les commerçants, donc finalement, si on va dire que si on vend des cafés, on fait de la bistroterie, des trucs comme ça, à la limite, bon, pas trop d'avantages, juste pour l'encaissement, je parle, à la self-custody. Par contre, je sais pas, je suis antiquaire, concessionnaire automobile et je veux accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, bah, vaut mieux privilégier peut-être une solution self-custodial, même si ça prend un petit peu plus de temps pour la prendre en main. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, hein, on est là pour ça et on fournit ces services gratuitement, parce qu'au moins on n'aura pas ces obligations déclaratives, quoi. Exactement. La seule obligation que t'as, c'est voilà, de prendre le nom, mais comme tu le fais, comme je te disais, pour des espèces, c'est un étranger qui vient et qui t'achète un truc à 15 000 euros, quoi. Ok, bah, intéressant à savoir. Maintenant, j'ai une petite question astuce. Est-ce que il y a des formes juridiques qui sont plus intéressantes que d'autres quand on est une entreprise et qu'on veut faire de la trésorerie ou accepter les paiements? Alors, vis-à-vis des cryptos, non.
tout est imposé de la même façon, à partir du moment où tu as un impôt sur les sociétés, hein. Si tu as un impôt sur le revenu, tu es imposé à titre perso, donc voilà, mais au niveau des sociétés, genre SARL, SAS, etc., qui sont les deux plus utilisés, ça va être exactement de la même façon. Donc Ok. il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a entre les deux statuts en réalité maintenant, c'est le régime social du dirigeant, donc c'est un autre sujet, mais voilà, sinon il n'y a pas d'intérêt de se dire voilà, j'ai des cryptos, donc je me mets en SAS, ou je me mets en SARL, ça va rien changer. Ok. C'est exactement la même chose. Donc pas d'avantage en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Est-ce qu'il y a je sais pas, des stratégies de structuration, des manières de faire baisser les plus-values enregistrées dans l'année, peut-être par l'exploitation de l'entreprise elle-même, que ce soit en prenant de la dette, en trouvant des charges à passer. Enfin, là, il n'y a rien de spécifique à la crypto, c'est classique, quoi. Ouais, c'est ça, il y a rien de spécifique à la crypto. De toute façon, tout ce qui est lié, enfin, ton entreprise, tous les frais que tu peux avoir liés à la détention de tes cryptos, X ou Y, tu achètes justement ce qu'on disait tout à l'heure, tu as envie d'acheter une clé Ledger pour en mettre une partie dessus, etc. Tout ça, c'est déductible. Si tu as des frais, les frais de gaz, quand tu as des choses, pareil, si tu fais des transitions, enfin des envois de crypto, etc., c'est déductible. Tout est déductible dans la société. Après, c'est toi et ton imagination, quoi. Tout en restant dans les clous, évidemment, on est en France, donc bah voilà, l'administration a un peu toquer à la porte et te dire qu'est-ce qui. Voilà, mais que ça soit des cryptos ou que ça soit des euros, c'est la même chose, quoi. Alors, moi, j'avais un cas hypothétique que m'avait proposé un copain. Alors, je veux bien ton avis sur le sujet. Moi, ça me paraissait un petit peu trop beau pour être vrai et il n'a pas consulté d'experts. Mais du coup, il a une entreprise dans laquelle il a accumulé du Bitcoin. Et en fait, il songeait à créer une autre entreprise, pas forcément en France d'ailleurs, qui agirait comme custodian pour son entreprise et qu'il facturerait pour ce service de custodianship. Alors pas en France parce qu'en France il te faut une règle, un PSAN, ouais. PSAN pour être custodian, etc. Mais en gros, et son idée c'était de se dire bah comme ça je vais passer des charges et ça va me diminuer mon IS. Et alors est-ce que c'est quelque chose qui fait sens? C'est vraiment purement théorique parce que il est passé à autre chose depuis. Mais je me rappelle avoir eu cette conversation et ça me paraissait un petit peu filou comme truc quand même. Bah ça l'est. Alors le souci qu'il y a, en fait, l'administration fiscale, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cas-là? Elle va venir te voir, elle va dire ok, est-ce que vous pouvez me justifier vos frais? Donc tu vas dire ok, bah voilà, par exemple là c'est les frais que me refacture ma société aux îles Caïmans pour gérer mes cryptos. Donc l'administration fiscale elle va dire ok, elle vous a facturé tant. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi d'avoir ce prestataire-là plutôt qu'un autre qui coûte 10 fois, 100 fois, 10 000 fois moins cher? C'est pas du tout logique de payer, je dis n'importe quoi, 15 000 euros, 20 000 euros la détention de vos, même si tu as 10 millions de crypto, tu vois, même si tu as 10 millions en bitcoin dans ton entreprise. C'est pas logique de payer 10 000 balles une société, même si tu la détiens pas d'ailleurs, hein, plutôt que justement de l'avoir sur. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que s'ils sont pas dans on va dire l'échelle de prix qui est, on va dire, C'est ça. normale sur le C'est ça sur le marché, marché, c'est pas normal. on va considérer que c'est On va considérer que c'est un acte anormal. Ouais, Donc c'est ça. à partir de là, tu as une requalification pareille qui est pénale et c'est acte anormal de gestion. Ils vont dire ok, vous avez pris, enfin, vous êtes parti du principe que je préfère payer 10 000 balles à un mec au lieu de le payer 10 balles ici. C'est pas normal. Et bizarrement, tiens, les 10 000 balles que vous avez payées là, c'est à vous. Et c'est que vous n'êtes pas fiscalisé dessus, c'est quand même bien. Et de ce que tu disais, de toute façon, même si ils n'arrivent pas à remonter Ouais. quant au fait que tu es bénéficiaire effectif de Ouais. cette entreprise-là, Ouais, et tout, de toute façon, c'est pas manière, normal. ils vont te dire non Oui, mais c'est pas normal. là cette facturation, elle a aucun sens. par Voilà, rapport au donc prix je la du marché, rejette, donc, et ok. si j'arrive à prouver que c'est vous, enfin, voilà, je vous attaque derrière, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose dans l'espèce de genre de filouterie que les gens imaginent pouvoir faire, mais qui en pratique passe pas très bien. Pareil, j'avais eu le cas d'une boîte qui en fait avait des employés en France, qui étaient tous payés en Bitcoin, etc., etc. Mais la structure juridique de l'entreprise était dans un autre pays, donc ils déclaraient leur chiffre d'affaires là-bas. Donc évidemment, c'était des services informatiques, donc c'est de l'intangible, etc. Ce que m'avait expliqué un fiscaliste à l'époque, c'est que en droit fiscal français, on a un truc qui s'appelle le concept d'établissement stable et qui en fait veut dire que bah si l'administration fiscale arrive à démontrer que tu as l'essentiel de ce qui permet d'opérer ton activité, tes employés, tes bureaux, tes machines, en France et que tu payes pas tes impôts en France, bah tu peux très bien te faire requalifier, même si tu as une boîte en Estonie ou je sais pas où. Ouais, bien sûr. Et Ouais, donc, t'es requalifié, bien sûr, absolument. et donc là, à ce moment-là, ils vont te taxer selon le code fiscal français, potentiellement en plus avec des pénalités, je suppose.
évidemment. Donc en Sinon, c'est fait, pas marrant. juste se dire, tiens, je vais créer une corporation à Chypre ou je sais Ouais. pas où, ça marche pas comme ça, quoi. C'est pas aussi simple. Bah, c'est pas aussi simple que ça. Après, si t'as des fiscalistes là, enfin, je veux dire, tu peux le faire, mais t'es en risque, quoi. Voilà, tu peux le faire. L'idéal, c'est vraiment de partir. À partir du moment où tu veux faire quelque chose à l'étranger, l'idéal, c'est d'aller là-bas. Tu veux aller faire quelque chose justement en Estonie, comme tu disais, parce que c'est un truc qui revient pas mal en ce moment. Va t'installer là-bas, quoi. Enfin, voilà, si tu restes en France et que tu factures depuis l'Estonie, ouais, c'est bizarre. Pourquoi? Ouais. Quelle est la raison? En dehors de la raison fiscale, quelle est la raison? Il y en a pas vraiment, quoi. Donc ouais, c'est dangereux, c'est hyper dangereux de faire des trucs comme ça. Donc ou alors voir avec un avocat là-bas, voir avec un avocat en France. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Comment faire quelque chose d'hyper sécure, mais Ou au moins mettre un peu de substance là-bas, quoi. ouais, voilà, Histoire ou de... mettre quelque chose là-bas de réel, qui existe, quoi. C'est sûr, c'est sûr. C'est dangereux sinon. Ouais. Et alors du coup, moi j'avais une dernière question pour clore ce récapitulatif qui, à mon avis, va éclaircir beaucoup de gens. On a un mème, une sorte de blague dans les milieux de Bitcoin qui est le boating accident, l'accident de bateau. C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, mais l'idée c'est bon voilà, je suis en vacances en bateau, puis oups, j'ai fait tomber ma clé Ledger à la main, à l'eau pardon, et que j'avais dans la main. Et en fait, bon, l'idée derrière ça, c'est de dire que bon, finalement, quand je suis en self-custody, la détention de Bitcoin, c'est la connaissance de tes mots, et ce qui revient fondamentalement, hein, si on regarde la technologie elle-même, à la connaissance d'un nombre de 256 bits de caractères, quoi. Donc on a pour la première fois la fusion de l'information et de la propriété. On avait avant des preuves de propriété, maintenant Ouais, on pourrait appeler ça proof of knowledge. ouais, c'est vrai. Et du coup, comme on disait avant, il incombe à l'administration fiscale de prouver que tu es bien détenteur, etc. Et pour être taxé, si je dis pas de bêtises, faut avoir accès à l'actif en question, au produit d'une vente. Ouais, c'est ça exactement. Et donc, fondamentalement, j'ai une entreprise, j'ai accumulé des bitcoins, j'ai gardé moi-même mes clés sur un ledger, par exemple, et j'ai un accident de bateau. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe en pratique? Est-ce que on peut me réclamer l'impôt? Est-ce que si ça m'arrive, je dois prendre certaines mesures pour, je sais pas, peut-être une déclaration quelconque ou autre, pour être certain que voilà, on va pas pouvoir me le reprocher après? Comment ça se passe dans ces cas-là? Bah, moi, je pense qu'il y a deux choses là-dessus. Première chose, soit tu as vraiment perdu tes 24, enfin tes mots. Dans ce cas-là, ben, déjà, désolé. C'est quand même triste. Et deuxième chose, comptablement, en fait, je verrais ça un peu comme du vol, tu vois, par exemple, un restaurateur qui se ferait voler, qui se fait braquer, il se fait piquer 50 000 € en espèces, tu vois, toute sa caisse de la semaine, etc. Ben, fiscalement, on a la possibilité, à partir du moment où on peut démontrer enfin, démontrer, on peut pas vraiment le démontrer en réalité, à part la plainte qu'on a été déposée, tu vois, voilà. Ça, fiscalement, on peut le passer en charge. Donc, au niveau des cryptos, j'aurais envie de dire la même chose. J'ai perdu mes mots, j'ai perdu l'accès à mes bitcoins, je pourrais plus jamais les utiliser. Donc, je peux les passer en charge déductible de la société. Pour moi, ça c'est pas un problème à partir du moment où je peux démontrer qu'il n'y a pas eu de mouvement en fait sur mon wallet en fait. Si derrière il y a des flux, si l'administration fiscale vient derrière et qu'elle s'aperçoit 3-4 ans après justement parce qu'elle vient de contrôler, je dis ça par exemple, tu dis par exemple j'ai perdu mes mots en 2024, l'administration fiscale vient de contrôler en 2027, tu lui expliques qu'en 2024 tu avais perdu ta clé, justement ta clé et que tu n'as plus accès à ton truc. Si le mec il est malin, il dit ok, filez-moi votre numéro de wallet, je vais aller regarder ça. S'il n'y a pas de mouvement, bah il n'y a pas de souci. S'il y a eu des mouvements dessus, ça va être compliqué d'aller dire que tu l'as perdu, alors qu'en réalité, t'as juste détourné le truc. Tu vois, donc voilà, faut faire attention à ça, c'est extrêmement dangereux. Faut pas croire que c'est sorti de ton bilan, c'est fini, quoi. Et la deuxième chose, ça serait éventuellement de te faire siphonner. Pourquoi pas, tu te fais siphonner tes cryptos, et dans ce cas-là, eh ben, il y a des mouvements. Mais de toute façon, ton wallet, enfin, les cryptos sont sortis. Donc dans ce cas-là, moi, j'aurais envie de dire aux personnes, allez porter plainte. Vraiment, quoi, dire voilà, je me suis fait siphonner mon wallet. Ça arrive hein, en réalité, hein, c'est assez rare, mais bon, ça arrive. En Bitcoin, peut-être moins que, que sur MetaMask ou d'autres trucs comme ça, mais bon, voilà. Et dans ce cas-là, aller déposer plainte, et pareil, même chose, on a la possibilité de le passer en charge Alors déductible. ça peut arriver, je sais pas si tu connais l'histoire du hack de Bitfinex. Oui. Donc ça arrive, hein, même Oui. à des experts. Mais donc en fait, si je résume, bon, l'accident de bateau, peut-être ça tient pas des masses.
Par contre, si on déclare qu'il y a un dauphin qui est passé par là et qui s'est barré avec la clé, et qu'ensuite Et qu'il l'a recraché ailleurs. et qu'il l'a recraché ailleurs, mais il faut aller faire une déclaration, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est toujours la même chose, en fait. C'est un peu touchy, c'est un peu, voilà, tu te barres avec la caisse, quoi, en gros, quoi. Oui, non, mais après, tu vois, c'est pas une préconisation qu'on donne. Ah, évidemment. Et surtout, c'est plus en même, théorie, ouais, même par curiosité intellectuelle, ouais. parce que vu que j'ai beaucoup de temps à perdre, c'est des sujets qui m'ont un peu intéressé sur comment fonctionne le droit fiscal français, etc. Et c'est vrai que nous, on vit dans un monde où on a des actifs qui sont détenus par des custodians. Quand j'ai des actions chez un compte de brokerage, c'est jamais moi qui les détiens. Les titres au porteur, à part avoir une Anstalt au Liechtenstein avec des parts papier, ça n'existe plus. Quand j'ai de l'argent sur un compte en banque, pareil. Un titre de propriété, il est enregistré chez notaire, etc. Donc, fondamentalement, c'est quelque chose c'est logique que ça ait toujours fonctionné comme ça. Mais là, arrive Bitcoin dans, on va dire, l'univers des actifs financiers. Et du coup, les lois qui existent, quelque part, recouvrent pas très bien le concept de propriété qui ne provient que de la connaissance. Et donc, ça pose des questions sur finalement quel est le traitement, notamment. Alors, c'est vrai que dans Bitcoin, ça arrive moins souvent, mais voilà, les histoires de MetaMask siphonné ou autre, ça commence à devenir. Alors peut-être qu'on entend plus parler, j'en sais rien, mais ça commence à devenir monnaie courante. Et donc, voilà, c'est pour les entreprises qui détiendraient des fonds comme ça. C'est intéressant, je pense, de savoir comment est-ce qu'elles doivent au moins déclarer le vol, etc., pour se prémunir, parce que double punition, j'ai envie de dire. T'imagines, tu te fais tout siphonner, et puis derrière, toc toc, bonjour. Ouais, c'est sûr. Non, mais évidemment, il y aura pas de calcul de plus-value dessus. Je dis, c'est comme un braquage, entre guillemets. Si tu te fais siphonner, c'est le même principe qu'un braquage. C'est pareil, c'est un braquage. C'est un cyberbraquage. Numérique, mais ça reste un braquage. Et après, si t'as perdu ta clé, là, c'est la négligence personnelle. Donc là, la seule question qu'on pourrait se poser dans le cadre d'une perte, c'est de se dire, est-ce que je peux, si par exemple, j'ai 50 000 € en Bitcoin à l'actif de mon bilan, est-ce que j'ai le droit de les passer en charge, tu vois, et d'enlever de mon résultat imposable ces 50 000 que j'ai perdu, tu vois. Voilà, c'est là où peut-être pourrait y avoir un petit sujet, tu vois, de dire, bon, c'est ta faute, c'est pas à l'administration fiscale de payer tes conneries, entre guillemets, d'avoir perdu tes trucs, quoi. C'est ta négligence à toi. Le sujet, il pourrait être éventuellement là-dessus. Après, les personnes qui pourraient se dire, ok, je fais genre, je suis malin, je dis que je les ai perdus, mais je les ai pas perdus. Il y a quand même deux choses à savoir. Ce qu'on disait tout à l'heure, déjà, en cas de, enfin, faut les récupérer d'une façon ou d'une autre si tu veux la jouer fine. Donc, pour la récupérer, il y a deux possibilités. Soit tu veux récupérer l'argent, et le jour où tu voudras récupérer des euros, il va falloir de toute façon le justifier à ta banque quand tu feras ton cash out, parce qu'ils vont pas être contents. Donc, si tu as de l'argent qui arrive de nulle part, ça va forcément attirer l'attention, donc de toute façon, ça ne t'enlève pas ton problème. Et deuxième chose, si tu veux aller à l'étranger éventuellement pour faire ton cash out, de toute façon, tu peux sortir déjà aujourd'hui sans payer d'exit tax sur les cryptos, donc ça sert à rien de gruger, quoi. Ok. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. Et bon, après, on espère que tout ça va pas changer quand même, parce qu'on a vu des propositions de loi assez affolantes ces derniers temps. Mais en tout cas, pour ce qui est de la loi aujourd'hui, et notamment le code monétaire et financier, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Effectivement, c'est la saison fiscale qui arrive. Donc, comme tu me disais avant cet entretien, en ce moment, vous avez beaucoup de boulot. Ouais. Je suis un peu fatigué en ce moment. Ouais. C'est normal. Mais au moins, merci pour tes éclaircissements, parce que je pense que ça aidera pas mal de gens à déjà gagner du temps et puis être rassurés sur le fait qu'ils déclarent les choses de la bonne manière, quoi. Ouais, exactement. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est la première fois que je fais ce type d'exercice, entre guillemets. Donc, voilà. On refera probablement. Peut-être que si jamais ça change, on aura des choses à en dire. Il y a des chances, d'ici quelques années. Merci encore, Rémi. Avec grand plaisir. Merci à toi, Théo.